Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une et nous allons commencer par les titres. Suite aux émeutes qui ont été déclenchées par le décès du jeune Freddie Gray à Baltimore, un couvre-feu a été instauré par les autorités locales jusqu'à la fin de cette semaine. En attendant le retour au calme, la question des violences policières revient à la une aux États-Unis. Et pour finir, le procès du djihadiste français Gilles Le Guen commence lundi 4 mai à l'occasion pour nous de faire le point sur le profil de cet homme, pourtant considéré comme un élément peu fiable par ACMI. Bonjour, pour cette deuxième partie, je viens d'être rejointe par Wassim Nasr, notre journaliste et spécialiste de questions de djihadisme. Bonjour Wassim. En face de vous, notre chroniqueur international, Douglas Herbert. Bonjour. Douglas, je vais commencer tout d'abord avec vous. Effectivement, comme je le disais en titre, la ville de Baltimore s'est embrasée ces derniers jours suite au décès du jeune Freddie Gray, arrêté le 12 avril dernier et décédé 7 jours plus tard avec la moelle épinière sectionnée au niveau du cou. Une affaire qui remet sous les feux des projecteurs le problème des violences policières aux États-Unis. Un couvre-feu a été instauré jusqu'à la fin de ce week-end. Tout d'abord, parlons de la réaction de Barack Obama, Douglas. Donc lui, il est pris aujourd'hui entre deux feux. D'un côté, les républicains qui disent cette ville, c'est pas le problème des États-Unis, c'est le problème du Parti démocrate. Le dernier maire républicain qui était là, c'était en 67. De l'autre côté, les Américains qui, eux, soutenaient Barack Obama, mais qui aujourd'hui trouvent qu'il paye le prix de son éloignement stratégique, si j'ose dire, du monde noir et des questions qui le préoccupent. Et que dit Obama? En fait, il a réagi d'une manière nuancée. C'est devenu un peu la marque Obama. En fait, il ne faut pas oublier qu'Obama a bâti toute sa carrière politique sur l'idée d'une société post-raciale américaine. Et en fait, il s'est toujours bien gardé de prendre position pour une communauté ou pour un autre. Et en fait, c'est ça le problème. Le fond du problème, c'est que maintenant, voilà, 7 ans plus tard, après, les Noirs ont voté à plus de 95% Obama en 2008. Mais voilà, 7 ans plus tard, ils se retrouvent toujours en face d'un défi énorme. C'est le défi d'une société américaine qui n'a toujours pas tourné la page du racisme, loin s'en faut. Et en fait, Obama est maintenant, comme vous avez dit, hein, il est en fait un peu pris en tenaille, pris entre le marteau et l'enclume, parce qu'il doit jouer à l'équilibriste. D'un côté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a réagi. Quand il a réagi? C'était mardi. C'était un jour après. C'était lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre japonais à côté. Absolument. Vous rappelez, en fait, il a dit, en fait, en apportant son soutien d'un côté, bien sûr, à la victime, à la famille de la victime, Freddie Gray, mais de notre côté également, en apportant son soutien aux policiers blessés. Mais il a dit, en fait, il a parlé du fait que les émeutes, d'une manière ou autre, s'inscrivent dans le cadre d'une longue crise larvée. C'est toute l'histoire des États-Unis. Et en fait, il a parlé un peu d'une bombe à retardement social dans ces quartiers sinistrés, défavorisés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a vu Baltimore, mais il y en a des centaines, quasiment des milliers de ces quartiers à travers les États-Unis. Il a appelé aux Américains un examen de conscience, parce qu'il a dit que ce n'est pas demain la veille qu'on va résoudre ces problèmes. Il faut vraiment se mettre face à sa conscience, face à... Voilà. Alors, comment réagissent cette fois-ci les médias américains? Quel est ce traitement médiatique américain? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, c'est ce qui a été reproché, une préférence pour des scènes de chaos, de pillage, etc. Alors qu'on sait qu'il y a aussi des manifestations pacifiques qu'on voit un peu moins peut-être à l'antenne. Vous avez parfaitement raison, surtout en ce qui concerne les chaînes câblées d'actualité américaines, telles, et je vais le mentionner parce que c'était CNN en fait, parce qu'ils ont fait beaucoup de directs. En fait, le problème, c'est que parfois ces chaînes-là étaient trop réductrices. Ils étaient parfois coupables de se précipiter sur le sensationnel, de focaliser trop sur le côté violent et pas assez sur les manifestations pacifique des habitants de cette ville. Dans le cas de CNN, il y avait un incident, un épisode avec un présentateur vedette qui s'appelle Wolf Blitzer. Et il était en direct, il couvrait les pillages de la ville de Baltimore. Et voilà, on voyait qu'on était effectivement en train de piller les magasins qui brûlaient. Il a posé la question, alors, where are the police? Que fait la police? C'est pas
effectivement la question la plus importante. En fait, la police est le fond du problème dans cette tragédie, en fait. Oui. Alors, c'était d'une manière un peu réductrice, mais par contre, il y avait d'autres médias, il faut être juste ici, tel le magazine américain Time, qui a fait un peu une couverture choc. On dit une couverture choc sur les émeutes. Vous voyez là, voilà, il y a un jeune noir, en fait, qui est en train, en fuyant d'un groupe de policiers. Vous voyez là, America 1968, barré d'un trait de feutre rouge. C'est l'histoire qui se répète. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas? Et ça, c'est une question un peu plus profonde, parce qu'il ne faut pas oublier que Baltimore, à la fin de la journée, c'est emblématique, c'est une ville emblématique de la souffrance sociale. C'est une ville où un tiers de la population vit sous la seuil de pauvreté. Alors, où 60% des élèves ne finissent pas leurs études. C'est sinistré et c'est ça le fond du problème social. Pardon, Douglas, en 30 secondes, les républicains, les démocrates, comment sont les réactions? Vraiment 30 secondes. Oui, en fait, oui. Dans le cas de Hillary Clinton, elle a appelé à une réforme du système judiciaire pénal aux États-Unis, comme beaucoup d'autres candidats, notamment. Ils ont tous appelé au calme. Ils veulent tous faire respecter la loi. Ils veulent maintenir l'ordre. S'il faut, en fait, réduire le basique, c'est les démocrates plutôt souligner plus peut-être le côté réforme judiciaire, alors que les républicains, surtout côté Ted Cruz, notre candidat qui ne s'est pas encore déclaré, mais Jeb Bush, qui ont plutôt souligné le côté faire respecter la loi, maintenir l'ordre. Exactement là. Mais ça va être une question incontournable dans la campagne présidentielle. Ça va s'inviter dans la campagne dès le premier jour. Merci beaucoup, Douglas. Merci, Douglas. Nous allons passer donc au dernier sujet de cette édition. Lundi 4 mai, comme je le disais en titre, commence donc le procès du djihadiste français Gilles Le Guen, qui a été arrêté en avril 2013 par les forces spéciales françaises au Mali. Gilles Le Guen, ou Abdeljelil, s'est converti à l'islam il y a 30 ans. Wassim, tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du parcours de Gilles Le Guen pendant qu'il s'est radicalisé et donc pendant ces années 2000, avant son arrivée au Mali? Ce qu'on peut dire, c'est que Le Guen fait partie de cette ancienne génération de djihadistes qui sont partis depuis l'Occident. Donc il n'y en a pas eu beaucoup qui ont rejoint l'Afghanistan ou d'autres pays. Donc c'est vraiment un parcours personnel. Il n'a pas profité d'un vrai réseau à l'époque. C'était un humanitaire. Après, il a décidé de rentrer dans le djihad dans une sorte de recherche d'un idéal. Et après, il est arrivé au Mali, dans les rangs d'AQMI. Il y a eu les opérations françaises annoncées. Il a sorti une vidéo où il menaçait la France. C'est à partir de cette vidéo en 2012, c'était en novembre, je pense, l'automne 2012, où il s'est fait un peu connaître. En tout cas, il était déjà connu des autorités. Mais c'était la première fois où il était sorti publiquement dans une vidéo donc officielle, si je puis dire, d'Al-Qaïda. Sachant que sa famille était avec lui. Et donc, il était bien installé, bien établi, bien convaincu de ce qu'il voulait faire. En sachant que, comme vous l'avez très bien dit au début, il y a des infos comme quoi Al-Qaïda ne lui faisait pas vraiment confiance, qu'il a été emprisonné parce qu'on pensait que c'était un espion. Ce qui n'est pas aussi vraiment inédit dans l'histoire des djihadistes occidentaux. Parfois, ils passent par ces cases-là. Parce qu'une organisation comme Al-Qaïda, elle est très méfiante vis-à-vis des Occidentaux. Et en général, dans la logique d'Al-Qaïda, les Occidentaux ne rejoignaient pas Al-Qaïda pour se battre dans les rangs d'Al-Qaïda, mais plutôt pour s'entraîner et revenir frapper dans leur pays natal, comme on l'a vu par exemple avec les frères Kouachi et Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Absolument. En janvier 2013, après le début de l'opération Serval, Gilles Le Guen est soupçonné d'avoir participé à la prise d'otage sur le site gazier d'Ain Amenas en Algérie, mais il n'y avait pas de preuves finalement. Effectivement, il n'y a pas de preuves. Il n'y a aucune preuve. Il faisait partie du groupe à l'époque, mais sachant que tous les djihadistes ou tous les combattants d'un groupe ne participent pas tous en même temps à une opération donnée. Donc pour le moment, il n'y a aucune preuve comme quoi il a vraiment participé. Alors, Gilles Le Guen est a priori considéré, comme on le disait tout à l'heure, comme peu fiable par AQMI. Il aurait même été détenu par l'organisation terroriste plusieurs jours en 2012. Ce qui me pousse à poser la question, quelle est la valeur de cette prise de Gilles Le Guen aujourd'hui pour les autorités françaises ? La valeur, en tout cas, du moment où l'armée française avait investi la région, ils étaient tombés dessus, en gros, ils l'ont arrêté.
ils sont obligés de l'appréhender, de le juger et de le ramener en France parce que ça reste un citoyen français. Mais la valeur en termes de renseignement, je ne pense pas qu'il a une valeur très très importante parce que, encore une fois, même l'organisation, donc Al-Qaïda, ne faisait pas assez confiance. Donc je ne pense pas qu'il a en sa détention des infos d'une valeur stratégique à long terme. Peut-être au moment où ils l'ont arrêté, il avait quelques infos, quelques indices sur les mouvements sur place, tout ça, mais pas d'infos stratégiques au niveau du commandement ou autre. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un Français qui est soupçonné de terrorisme qui passe dans un procès. C'est quoi la particularité de ce procès-là? La particularité ici, c'est que c'est la première fois qu'un Français est jugé pour acte de terrorisme à l'extérieur du territoire français. Donc il y a voilà, c'est ça la différence. Il y a eu d'autres ressortissants français comme Mourad Benchalali qui a été à Guantanamo, mais lui il a été jugé, par exemple, il a été libéré depuis pour association de malfaiteurs, organisation terroriste, mais lui il était appréhendé en Afghanistan. Donc il n'était pas jugé pour des faits qualifiés de terroristes à l'extérieur du territoire français. Donc ça, c'est une première. Mais bon, vu le nombre aujourd'hui de Français dans les rangs des groupes djihadistes, que ce soit État islamique ou Front Al-Nusra ou autre, parce qu'il y a un autre Breton qui est dans les rangs du Front Al-Nusra, donc d'Al-Qaïda, c'est un artificier, c'est un personnage assez qualifié et doué dans ce qu'il fait. Les Américains... où les médias américains ont annoncé sa mort il y a quelques mois, c'était complètement faux, après une frappe de drone dans la région d'Idlib en Syrie. Bon, ce jeune, parce qu'il est jeune, est aussi une sorte de figure emblématique aujourd'hui, donc du Front al-Nusra d'Al-Qaïda en Syrie. Alors qu'il y a d'autres Français, jeunes ou moins jeunes, aussi dans les rangs de l'État islamique. Il y a un fameux aussi ingénieur aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique, qui a plus de 60 ans, qui est sorti dans une vidéo, qui trace son parcours. Il est aussi passé dans différents groupes. Il a atterri aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique. Donc, ce n'est pas exceptionnel pour la France, parce que la France fournit quand même beaucoup de djihadistes, à l'instar de d'autres pays, mais ça reste, en ce qui concerne la région de la Bretagne, on a ce jeune David Drugeon et Le Guen, il y a aussi une ou deux filles et d'autres, et deux hommes, mais qui n'ont pas c'est pas des figures emblématiques. Donc Le Guen était une figure emblématique à cause de l'expansion médiatique, et David Drugeon, bien sûr, à cause de tout le bruit médiatique qu'il y a eu autour de son élimination par des frappes de drone il y a encore quelques mois. Merci beaucoup en tout cas. Et donc le procès, c'est pour lundi. C'est lundi et mardi, en fait, le 4 et le 5. Merci beaucoup, Wassim, pour ces explications. Merci beaucoup, Douglas, d'avoir été aussi avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouverai donc dans 2 semaines exactement. D'ici là, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.